Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La guerre du Pacifique, tome 1, 1941-1943, de Nicolas Bernard, lu par André Nerman. Introduction. 7 décembre 1941. Partout, la guerre règne. L'Europe plie sous la loi de Hitler. Mais la Grande-Bretagne tient toujours et lui dispute le contrôle de l'Atlantique et de l'Afrique du Nord. Agressée 6 mois auparavant, l'URSS vient de stopper la Wehrmacht devant Moscou. L'épisode est décisif. Les rêves d'espace vital qui peuplent la pensée de Hitler s'évanouissent dans le sang et le froid. L'armée allemande est désormais prisonnière d'un bourbier qui, à terme, causera sa perte. La guerre, les guerres. Car on s'entretue aussi en Asie. Depuis plus de 4 années, l'Empire japonais tente vainement d'écraser la Chine. Or, ce conflit régional est parallèle à la guerre européenne. Malgré l'intérêt que lui portent les grandes puissances, il ne s'y mêle pas. États-Unis, Angleterre et URSS ne tiennent nullement à s'encombrer d'hostilités avec Tokyo, alors qu'au contraire, l'Allemagne y pousse le plus possible. Ce 7 décembre, ces 2 incendies n'en forment plus qu'un. L'événement qui les réunit prend place au cœur de l'océan Pacifique, dans l'environnement paradisiaque des îles Hawaï. Peu avant 8 heures du matin, horaire local, une armada aérienne japonaise, lâchée par 6 porte-avions, bombarde la base américaine de Pearl Harbor. Cet assaut inouï plonge l'Amérique dans la guerre. Le jour même, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui se trouve sous le feu des armées nippones. Désormais, 2 conflits simultanés se conjuguent au singulier. À cette date, la Seconde Guerre mondiale mérite absolument son titre. Pour le Japon, comme pour l'Allemagne, elle s'achèvera par un désastre. Vaincu sur tous les fronts, réduit à l'état de ruine, pris entre le feu nucléaire américain et les chars soviétiques, l'Empire du Soleil levant se rend, presque sans condition, au cours de l'été 1945. Son effondrement libère une vague indépendantiste qui balaie les empires coloniaux d'Asie. Très vite, de nouvelles guerres, décolonisatrices et ou fratricides, succèdent à une guerre planétaire qui, dans cette région du globe, a déjà causé plusieurs dizaines de millions de morts, majoritairement chinois. Comme l'atteste ce dernier bilan, le conflit ayant opposé le Japon au reste du monde n'a rien d'insignifiant. Il a ravagé les espaces asiatiques et a mis aux prises d'immenses flottes sur le plus grand océan du monde. Quoique le Japon impérial, on le verra, est obéi à une logique expansionniste différente de l'Allemagne hitlérienne, les hostilités qu'il a allumées ont profondément interagi avec les événements du théâtre occidental, tant dans leurs origines que dans leur déroulement et leur conclusion. Et s'il est vrai que, pour un occidental, la lutte contre Hitler apparaissait, et apparaît encore, prioritaire, il est loin d'être certain qu'un ressortissant asiatique tienne le même discours. Pour les Chinois, la lutte contre le Japon était un combat pour la vie, la guerre de résistance, tandis que les peuples colonisés, tant par le Japon, Corée, Taïwan, que par l'Occident, Asie du Sud-Est, ont vu dans cette conflagration l'opportunité de prendre en main leur propre destinée. Malgré son ampleur et son legs mémoriel, un tel conflit demeure méconnu, tant en Occident qu'en Asie elle-même, comme en témoignent les polémiques qui, depuis un quart de siècle, intéressent surtout les crimes du Japon en guerre,
colonialisme, agression extérieure, massacre, travail forcé, esclavagisme sexuel. Sa qualification elle-même n'est pas neutre. L'expression la plus répandue, guerre du Pacifique, le réduit à un duel opposant l'Amérique au Japon, en laissant dans l'ombre les très nombreux autres belligérants, dont la Chine. Mais faut-il lui préférer la notion de guerre de la Grande Asie orientale, inventée par la dictature nippone peu après Pearl Harbor et reprise depuis par les milieux d'extrême droite japonais? Le concept de guerre d'Asie et du Pacifique, plus fidèle à la réalité géographique et politique des événements, semble assurément plus pertinent, mais a été critiqué pour son imprécision, notamment chronologique, si bien que certains historiens, surtout japonais, usent des termes « guerre de 15 ans » pour désigner la période qui court de l'invasion nippone de la Mandchourie en 1931 à la capitulation de 1945. Toutefois, cette dernière proposition est tout aussi problématique, car elle intéresse une autre incertitude liée à l'analyse de cette guerre, à savoir son bornage chronologique. L'affaire débutée par le coup de force de 1931 y inclut certes sa dimension asiatique, mais n'échappe pas à la critique. N'est-ce pas démesurément allonger le conflit, y inclure artificiellement des contextes, des phénomènes, des faits différents? D'ailleurs, pourquoi ne pas démarrer plus tard, en 1937, date de l'invasion de la Chine, ou plutôt, par exemple à la fin des années 1920, comme l'a fait le ministère public américain lors du procès des criminels de guerre de Tokyo, pour qui la conspiration japonaise contre la paix aurait pris figure cette année-là, ou alors pour tenir compte de la dégradation des relations sino-japonaises. D'aucuns suggèrent même de remonter jusqu'à 1904, date d'agression de la Russie par le Japon, voire 1894, première agression de la Chine par le Japon, ou même 1853, lorsque l'Amérique a, de force, obligé l'archipel nippon à s'ouvrir au monde et à se placer provisoirement sous la dépendance des Occidentaux, ce qui revient à traiter l'expansion japonaise de la seconde moitié du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale comme un bloc. Quant à faire de 1945 le terme des hostilités, n'est-ce pas omettre que sortir d'une guerre ne s'effectue pas du jour au lendemain? Au-delà de ces difficultés à qualifier pareil conflit, un constat s'impose. Il n'en existe pas, à ce jour, de synthèse destinée à un public occidental, plus précisément français. Les récits anglo-saxons, de la vaste saga de Samuel E. Morison à celle, plus dispersée, d'H.P. Wilmot, ne traitent que de la lutte entre les États-Unis et le Japon. Les très rares ouvrages existant en français, qu'ils correspondent à des traductions ou émanent d'auteurs hexagonaux tels que Marcel Juglaris ou Bernard Millot, connaissent le même travers, et malgré leur qualité apparaissent singulièrement datés. D'autres théâtres d'opération, tels que la Chine, la Birmanie, l'Asie du Nord-Est, en sont quelque peu négligés. La dimension culturelle de la guerre, marquée par un racisme réciproque, pourtant mis en lumière par divers historiens tels que Christopher Thorne ou John Dower, depuis une quarantaine d'années, n'y est guère abordée. Les peuples, leurs vécus, leurs attentes, leurs souffrances, leurs mémoires, n'y apparaissent que comme figurants. Le présent ouvrage s'emploiera à s'extraire de ce cadre, à dépasser la chronique des opérations, indispensable, pour replonger dans le tumulte d'une époque où l'histoire va si vite qu'elle bouleverse maintes destinées individuelles et nationales. À revenir sur le dialogue manqué entre puissances, nourri d'erreurs de calcul et de décisions controversées, à s'attarder également sur l'objet et l'enjeu de la guerre, à savoir l'Asie elle-même, si méconnue des récits de la période, alors qu'elle connaît, notamment en Chine, des heures décisives. Et à se repencher sur une problématique souvent négligée, bien qu'elle ait fait partie des réalités de ce temps, à savoir le colonialisme. Différence majeure avec la libération de l'Europe, en effet, la majorité des peuples d'Asie du Sud-Est étaient propriété de la Grande-Bretagne, de la France et des Pays-Bas, avant de tomber aux mains des Japonais. Les États-Unis réfléchissaient à leur émancipation,
Et les intéressés, les colonisés eux-mêmes, entrevoyaient l'indépendance selon un calendrier et des modalités bien différentes. Ces aspirations, ces errements, ont lourdement pesé sur la stratégie des uns et des autres, parfois de manière méconnue, voire imprévue, et ont sculpté le visage de l'Asie. Ajoutons que ce livre revêt une autre ambition. Il s'agit non pas seulement de moderniser notre approche de ce conflit ou d'en réfuter diverses légendes, militaires ou autres, mais également de combattre plusieurs clichés bien ancrés dans les mentalités occidentales. Le Japon, en effet, reste la cible de stéréotypes qui, après avoir façonné la stratégie de ses adversaires pendant la Seconde Guerre mondiale, ont ensuite imprégné, voire imprègnent encore, notre vision des événements. Ses dirigeants, ses armées, son peuple, auraient été davantage qu'un pays, un véritable bloc, peuplé d'êtres étranges, écrasés par l'esprit de groupe, à la fois sauvage et esthète, voyez les kamikazes, violents, fanatiques et hypocrites par essence, entraînés autant par la fatalité que par eux-mêmes sur la pente de la tyrannie et de la guerre. On verra qu'il n'en est rien, que l'Empire du Soleil levant a, comme les autres belligérants, connu des tensions intérieures que ses ennemis, en temps de guerre, n'ont toutefois pas exploitées ou trop tardivement. Des deux côtés de la ligne de front, c'est hélas le carnage qui a occupé les esprits et mobilisé les intelligences.